Nous sommes ravis de t'accueillir pour notre webinaire qui est dédié au risque de greenwashing. Lara, tu as rejoint Reclaim Finance en 2020 en tant que chargée de campagne en direction des détenteurs et gestionnaires d'actifs. Tes missions sont multiples et ont pour objectif de soutenir le développement d'investissements soutenables et de décrypter les pratiques des grands investisseurs. Tu connaissais déjà bien le secteur financier puisque tu as travaillé avant Reclaim Finance pour Cois Invest, une entreprise qui est spécialisée dans la structuration des mécanismes financiers innovants à impact. Et tu as aussi travaillé chez EY en tant que consultante sur les enjeux de durabilité, notamment tu as intervenu sur des missions de labellisation, tu connais très bien les exigences. Par exemple, tu labelles ISR et qu'est-ce qu'on peut en dégager aussi comme pratique à améliorer. Et aujourd'hui, on va aussi parler de ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, Lara, que tu présentes Reclaim Finance en quelques mots. Alors, on connaît effectivement principalement l'ONG à travers vos publications et prises de position sur les sujets climatiques, mais en réalité, votre champ d'action semble plus large. Tu peux également nous expliquer où est-ce que le sujet du greenwashing entre en jeu dans vos différents travaux. Merci Sabrine. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir introduire ce webinaire qui porte sur un problème majeur quand on parle de la durabilité du secteur financier, le greenwashing. Reclaim Finance, donc mon ONG, mène diverses actions qui visent principalement à suivre, à analyser et décrypter les activités des acteurs financiers pour proposer tout simplement un décryptage alternatif et montrer leurs impacts réels, notamment sur le climat. À Reclaim, on part du constat que la finance est un levier critique dans la lutte contre le dérèglement climatique en introduction, notamment parce que sans elle, de nombreux projets ne voient tout simplement pas le jour, ou alors voient le jour au contraire, et que dans la transition vers laquelle il est nécessaire d'aller, le rôle de la finance va être crucial. On est convaincu que le secteur financier doit être transformé en profondeur pour être davantage au service du climat, au service de la justice sociale et climatique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, pour faire le lien avec la thématique du jour, c'est que même si les thèmes liés à la finance durable sont de plus en plus populaires, la quasi-totalité des investissements et des services financiers en général va rester consacrée au développement de pratiques problématiques fondées sur la surexploitation des ressources naturelles, au développement de projets qui empirent la crise climatique et donc aux entreprises derrière ces projets. Donc, en gros, dans le constat, on entend beaucoup parler de finance verte et pas assez de pratiques qui visent à réellement verdir la finance. Donc, notre travail, depuis 3 ans et demi, depuis notre création, ça consiste à faire de la recherche, d'abord pour pouvoir comprendre ce que font réellement les acteurs financiers, faire de l'engagement ensuite auprès de ces acteurs et des régulateurs, et puis enfin mener des campagnes, et donc peut-être la partie la plus visible de notre action, afin d'alerter et d'interpeller sur certaines pratiques problématiques. Et donc, c'est là que le greenwashing entre en jeu. Et peut-être pour finir sur cette introduction, mais pour donner un exemple, si on repère qu'un acteur financier dit sortir du charbon, mais que nos recherches montrent aussi des financements nouveaux qui vont vers des grosses entreprises de ce secteur, alors il est du rôle de Reclaim Finance d'agir et d'alerter. Merci pour cette présentation. Effectivement, je fais le lien entre les différentes études que vous faites et aussi, nous, du côté du IFI, on a lancé notre baromètre donc sur les pratiques ESG impact des gérants d'actifs de toute taille ici. Et on s'est interrogé sur la définition du greenwashing et des causes qui peuvent entraîner ce risque. Et effectivement, bien que la définition soit globalement consensuelle, et ce même en dehors de la sphère financière, en revanche, en ce qui concerne les causes, c'est plus complexe. Il est souvent seulement évoqué dans les médias, dans les travaux de place, la communication disproportionnée, savoir lorsque les fonds annoncent des engagements et des pratiques durables dans leur stratégie et dans leur process, mais en fait, finalement, ne les mettent pas réellement en œuvre. Et l'une des observations de notre étude est que la communication disproportionnée n'est pas la seule et principale cause du greenwashing. On retrouve aussi parmi les causes l'absence de communication et surtout le niveau d'ambition ESG trop faible.
qui est le symptôme finalement de problématiques aussi techniques beaucoup plus profondes. Est-ce que vous avez les mêmes observations au sein de vos travaux chez Reclaim Finance et en quoi consiste réellement votre travail pour y faire face en plus en détail? Alors, déjà, oui, on vous rejoint sur le fait que le greenwashing a plusieurs causes voilà, assez nombreuses, et aussi qu'il peut être présent à plusieurs niveaux chez un acteur financier. Le greenwashing, voilà, a une définition assez large. Aujourd'hui, et pour le définir un petit peu plus, donc on a de plus en plus d'épargnants qui souhaitent des produits d'investissement verts et plus transparents, et plus généralement une finance qui se détourne des activités les plus polluantes. Les exigences augmentent, on l'a vu, et Grégoire a cité des exemples avec des dénonciations de greenwashing autour de certains fonds labellisés ISR en France qui détiennent des entreprises comme Total Energy, ou encore, pour citer un autre exemple hors France, au UK, c'est cet exemple d'HSBC qui s'est fait sanctionner par le régulateur pour avoir trop communiqué sur sa durabilité, sans parler de ses financements aux énergies fossiles. Et puis de l'autre côté, on a de plus en plus d'acteurs financiers, de sociétés de gestion qui souhaitent proposer des fonds ESG, qui veulent se saisir de l'opportunité, mais qui sont loin en fait d'avoir amorcé une vraie transformation de leurs activités en entier, en s'outillant pour cesser de soutenir les pires entreprises, ou en tout cas pour conditionner leur financement et réduire ces financements, et des outils aussi pour s'assurer que leurs déclarations, leurs allégations en matière environnementale soient fondées sur la science climatique. Et c'est pour ça qu'à Reclaim, on souhaite être en mesure de décrypter, pour ceux qui le souhaitent, les politiques des acteurs financiers, leurs annonces, et de façon générale, leurs prétentions en termes de durabilité. Alors, le greenwashing, il découle de ce manque de changement profond des acteurs et d'un décalage entre leur communication, ce qu'elle sous-entend aussi, et ce qui est attendu des investisseurs, souvent à juste titre. Et voilà, le greenwashing découle souvent de ce décalage. Alors, il y a du mouvement en ce moment, c'est intéressant de le mentionner, du côté des régulateurs, pour mieux définir le greenwashing, puisque c'est un petit peu le point de départ pour eux, pour ensuite pouvoir y remédier. Et c'est dans ce cadre que les 3 autorités de surveillance européennes viennent de publier leur rapport sur le greenwashing. Et je voulais le mentionner ici, puisque la définition qu'ils viennent de proposer est assez claire sur ce qui peut être qualifié de trompeur quand on parle de greenwashing. Pour donner l'exemple de l'ESMA, donc, qui est l'autorité qui surveille les marchés, la sélection, l'omission, l'ambiguïté, les affirmations vides, l'utilisation trompeuse de la terminologie ESG, tout ça, ça fait partie des qualités trompeuses les plus répandues selon ce qu'ils observent. Et les régulateurs affirment aussi que le greenwashing peut avoir lieu aussi bien au niveau des produits et des services que des entités. Et ça, à Reclaim Finance, on trouve ça extrêmement important de le souligner, que le greenwashing, voilà, a lieu aussi dans son ensemble, dans l'ensemble des activités de l'acteur financier et dans sa communication aussi en tant qu'entreprise, et que le greenwashing, il n'a pas besoin d'être intentionnel pour être qualifié de greenwashing. Donc aussi, pour donner un exemple, se présenter comme une société de gestion verte avec beaucoup d'investissements dans les green bonds qu'on va mettre en avant, mais en omettant de parler de tous les investissements dans des obligations de développeurs fossiles, ça pourrait être bientôt sanctionné par les régulateurs. Alors, pour revenir un petit peu à nos activités plus en détail, nous, dans les exemples déjà qu'on identifie le plus et les pratiques les plus problématiques qu'on voit, comme je disais, le greenwashing, on peut en parler à plusieurs niveaux, notamment si on s'intéresse à un investisseur au niveau des produits, des fonds qu'il va vendre, mais aussi au niveau de l'ensemble de ses activités. Donc, si on reste au niveau du produit, tout d'abord, ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est un petit peu une course pour l'étiquetage vert, avec de plus en plus de fonds verts. Mais quand on s'intéresse au contenu de ces fonds, c'est un petit peu le grand marché du greenwashing. Et l'épargnant est assez surpris d'y retrouver pêle-mêle des entreprises connues pour des cas de violation des droits humains, ou même des constructeurs de nouvelles centrales à charbon, par exemple. Et lorsqu'il cherche une façon compréhensible et simple de comprendre pourquoi ces entreprises y sont présentes, l'épargnant, il ne trouve pas l'information qu'il cherche, il se retrouve face à des termes
ou des mentions telles que nous pratiquons l'intégration ESG, nous sélectionnons les entreprises aux meilleures pratiques. Et il ne peut pas facilement trouver d'informations sur les raisons d'inclure telle ou telle entreprise, sur comment est-ce que la société de gestion va exercer son pouvoir d'actionnaire, donc voter aux assemblées générales, quel levier est-ce qu'elle utilise pour faire évoluer ces entreprises et surtout, qu'est-ce qu'elle considère comme une pratique inacceptable. Et c'est là où on entre d'une certaine manière dans le greenwashing. Donc voilà, cette situation, elle est en partie liée au manque de standards ou de régulation pour définir ce qu'on peut considérer d'investissement durable, mais elle veut dire qu'on a un découplage entre ce qu'on sait de la science et ce qu'on nous présente comme durable. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de fonds verts, pas verts dans ce qu'on observe? De trop nombreux fonds avec des prétentions de durabilité se contentent encore d'une approche best in class, qu'on appelle best in class, donc c'est-à-dire de sélectionner les entreprises, on va dire, les moins pires en termes de notation ESG d'un secteur ou d'un univers d'investissement. Et ça, c'est assez problématique si c'est l'approche unique prise par un fonds, parce que ça fait primer une approche court-termiste, relative, qui souvent ne donne absolument aucune garantie de l'absence de certaines activités ou de l'absence de certaines entreprises. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les autres raisons qui font que cette approche est assez problématique et doit absolument être complétée d'autres critères. Mais en tout cas, voilà, elle ne suffit pas à qualifier de durable un fonds. Pour donner un petit exemple, on a sorti hier une étude Reclaim sur les fonds d'épargne salariale proposés en France. On donne l'exemple d'un fonds Amundi qui dit sélectionner les entreprises qui ont les meilleures pratiques environnementales et sociales. Et ce fonds se retrouve à investir dans des entreprises comme Total Energy, qui fait partie des plus gros développeurs de nouveaux projets d'énergie fossile. Et qui donc, d'après la science climatique, ne peuvent pas être qualifiées comme entreprises en transition. Donc là, c'est un exemple de fonds qui juridiquement est dans les clous, mais où l'épargnant a des raisons de se poser des questions. Pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, au-delà de cette approche best in class pour les fonds durables, les gestionnaires de fonds, ils peuvent aussi mettre en place des critères et des règles pour s'assurer de la durabilité de leurs produits et de ne pas faire de greenwashing. Mais ici, attention, même les produits ESG qui indiquent clairement certains critères stricts, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont moins trompeurs que d'autres. Par exemple, l'exemple donné ici, c'est un produit qui afficherait des restrictions charbon ou qui vendrait même une exclusion du secteur du charbon. Ça garantit souvent pas pour autant l'absence d'entreprises du secteur. Donc, par exemple, un seuil d'exclusion des entreprises qui tirent plus de 20% de leurs revenus du charbon, ça laisse 341 entreprises du secteur du charbon qui, là-dedans, on va avoir toute une diversité de pratiques, mais en tout cas, pour vous montrer que le diable se cache dans les détails quand on veut appliquer certaines exclusions minimales au fond. Un autre exemple ici assez concret sur 2 entreprises qui développent des sables bitumineux qui en tirent une grosse partie de leur production, mais qui, d'après certaines bases de données, ne tirent pas de revenus de cette activité. Donc ici, aussi un point d'attention sur les bases de données qui vont être utilisées. Si on utilise certains fournisseurs de données qui ne sont pas assez transparents sur leur méthodologie ou qui ont des méthodologies peu complètes, ça peut mener à la présence d'entreprises problématiques. Nous, on va conseiller de multiplier les bases de données utilisées et d'utiliser, si possible, des bases de données très transparentes, publiques. Par exemple, pour le secteur des énergies fossiles, on recommande d'utiliser la Global Coal Exit List et la Global Oil and Gas Exit List, qui sont des bases de données d'une ONG qui s'appelle Urgewald et qui permettent de s'assurer d'avoir une bonne qualité de données pour ensuite en tirer des conclusions et faire des analyses. Un autre exemple ici très concret, mais qui est au niveau du greenwashing qu'on va observer au niveau des acteurs financiers en eux-mêmes. Si on met en avant un produit vert, mais qu'on a à côté 100 produits non verts et des financements qui continuent à aller vers les pires entreprises, on a un vrai problème, pareil, un décalage dans la communication et la réalité. On donne l'impression que les flux financiers de l'entité sont en train de transitionner. Alors que pas forcément.
Donc, un acteur financier, il doit avant tout s'assurer que son activité entière, elle est couverte par des politiques qui vont encadrer les pratiques sur les secteurs les plus polluants. Parce que pas mal d'acteurs, en France en tout cas, ont fait sur le secteur du charbon ces dernières années. Ces politiques, elles permettent d'être plus transparentes sur le contenu des fonds, pas uniquement durables, mais des fonds en général. Et à ce niveau-là, nous, on constate encore beaucoup trop de pratiques trompeuses. L'exemple que je donne ici, c'est qu'un acteur qui dirait avoir une politique dite de sortie du charbon, mais qui s'en tient à un critère unique qui n'exclut pas la majeure partie du secteur, ça peut être problématique. Pour revenir sur l'exemple du seuil de 20%, donc on a plus de 300 entreprises du secteur du charbon qui s'y trouvent encore, mais parmi celles-ci, ce qui est encore pire, si c'est le seul critère d'une politique au niveau de l'acteur, c'est qu'on a à peu près 280 entreprises sous ce seuil, mais qui développent encore des nouveaux projets de mines, de centrales ou d'infrastructures liées au charbon. Donc l'acteur, il peut encore financer des entreprises qui empirent la crise climatique, alors qu'il dit avoir une politique de sortie du charbon. Alors, je n'arrive plus à passer mes slides. Ah, c'est bon. Donc voilà, notre travail pour faire face à ces constats et pour finir là-dessus, Reclaim utilise plusieurs outils et stratégies face à ces constats. On cherche à détecter puis remédier ou prévenir ces dérives, ces pratiques problématiques. On a tout d'abord des outils d'analyse des politiques des acteurs financiers, donc notamment sur le secteur du charbon et du pétrole et du gaz. Ça s'appelle le Coal Policy Tool et l'Oil and Gas Policy Tracker, qui sont des outils publics qui permettent de comparer les politiques des investisseurs et d'autres acteurs de manière détaillée. Et de façon plus générale, on va analyser les politiques des acteurs, que ce soit des annonces de cibles de décarbonation ou des politiques sectorielles, pour vraiment essayer d'analyser l'impact réel de ces politiques et s'assurer qu'on n'est pas sur une communication trop développée sur le sujet. On a aussi, par exemple, publié des recommandations détaillées pour les gestionnaires d'actifs, et je pourrais mettre le lien dans le chat tout à l'heure, mais qui permettent de réellement cadrer la façon dont l'acteur veut verdir ses fonds, mais surtout donc l'économie. Et pour finir sur une deuxième chose qu'on fait à Reclaim, on cherche aussi à garantir l'intégrité des engagements. Donc, on a diverses activités liées à ça. On va vérifier à quel point ces politiques, elles couvrent bien tous les actifs d'un acteur, par exemple. Et on va dénoncer, alerter sur les pans cachés, les dérives qu'on va pouvoir trouver, comme ici, par exemple, dans ce rapport qui alerte sur le problème de la gestion passive. Donc voilà, en conclusion, tout un ensemble d'activités qui permettent de s'assurer que l'acteur financier ne soutient pas les entreprises qui vont empirer la situation et nous empêcher de rester dans un budget carbone compatible avec un réchauffement limité à 1,5 degré. Et ça reboucle avec le sujet du webinaire aujourd'hui, puisque le greenwashing, c'est être cohérent, surtout quand on vend des produits durables. Tout à fait. Merci Lara pour ton intervention et d'avoir posé le sujet sur les frictions. On comprend en effet que le risque de greenwashing peut se situer à différents niveaux, entités, produits, et aussi concerner toutes les étapes du process ESG global, la stratégie mise en œuvre, le process ESG déployé, encore la communication qu'on réalise. Et dans certaines situations, comme tu l'as bien dit, les pratiques peuvent se situer dans une zone grise, là où les limites de la réglementation ne sont pas clairement définies ou le permettent. Et c'est ce qui rend plus complexe l'identification des mauvaises pratiques. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec le baromètre. Comme annoncé par Grégoire, il est enfin en ligne. Donc, vous pouvez le télécharger et dedans, on aborde les raisons qui freinent actuellement les sociétés de gestion dans leurs ambitions. Et du coup, je vais vous présenter de manière succincte quelques résultats. Et je vous inviterai effectivement à consulter le baromètre pour avoir plus de détails. Mais l'objectif de cette deuxième partie, c'est plutôt de se placer aux côtés des institutions financières pour vous partager les actions concrètes à déployer en vue d'améliorer son niveau d'ambition et de transparence. Et donc, je le ferai avec Pauline et Léo. Je passerai la parole à tour de rôle et on va essayer d'être le plus concret possible. Donc, quelques stats intéressantes. Alors, sans rentrer peut-être
juste rapidement sur la méthodologie pour que vous compreniez le point de départ. On a pris 50 fonds, article 8 et article 9, représentatifs de la place, donc qui ont été analysés à travers notre grille d'évaluation. On a défini 27 points de critères, enfin d'analyse. Et chaque fonds s'est vu analysé, attribuer une note initiale au départ de 100, et ensuite on a appliqué effectivement des pénalités en cas de constatation de mauvaise pratique qui peut entraîner un risque de greenwashing. Et vous l'auriez compris, une note de 100 représente un risque d'accusation de greenwashing inexistant pour un fonds. Pour revenir du coup à quelques statistiques intéressantes à retenir de notre étude, Estelle, tu peux aller directement, effectivement, plutôt sur les statistiques. Alors, une partie des acteurs de la place, bien sûr, ont su appréhender efficacement les exigences réglementaires et les attentes de leurs clients. Ce n'est toutefois pas la majorité. On a trouvé comme constat global que 70% des fonds présentent un risque élevé d'accusation de greenwashing. Et la principale cause, on a commencé à en parler avec Lara en introduction, c'est surtout l'ambition ESG qui reste insuffisante par rapport aux engagements qu'ils devraient prendre. En d'autres termes, les gérants d'actifs, ils ne vont pas chercher forcément à tromper, ou pas toujours, en affichant des engagements élevés par rapport à leurs actions réelles. Ils font effectivement ce qu'ils annoncent en cochant les cases réglementaires, mais cela ne suffit pas. Les métriques utilisées, les moyens déployés et surtout les résultats vont être au-deçà de ce qu'on attendrait d'eux. Parfait, là on a tous les résultats ici. Donc l'ambition ESG trop faible est à l'origine de plus de 60% de pénalités qu'on a attribuées au fonds. Aussi, des éléments intéressants, l'objectif n'étant pas de montrer les 50 fonds et en face les scores qu'on leur a attribués, c'est plutôt la tendance qui va nous intéresser ou les messages qu'on va en ressortir. Et un des messages, c'est de dire en fait que c'est pas lié forcément à la classification ASFDR. On ne sait pas, les fonds article 9 sont les meilleurs, les fonds article 8, c'est ceux qui ont des niveaux d'ambition ESG trop faibles, ou l'inverse. Ou est-ce que, effectivement, le fait d'avoir des labels ISR prémunit ou pas de risque de greenwashing, ou la taille de la société de gestion qui démontre on va dire des moyens beaucoup plus importants. En fait, finalement, il n'y a pas cette tendance, puisque le meilleur élève de notre baromètre est un fonds article 8 généraliste qui est géré par un asset manager de taille moyenne. Et le score le plus bas, il est accordé à un fonds article 9 climatique d'une société de gestion de grande taille. Ça montre juste que, effectivement, c'est plus complexe. Finalement, c'est un résultat surprenant, mais ce n'est pas le seul. Pour faire aussi le lien avec les constats de Reclaim Finance présentés par Lara, effectivement, aujourd'hui, les fonds qui prennent la thématique environnementale, fonds article 8 ou article 9, on a 62% d'entre eux n'ont pas de politique d'exclusion qui soit suffisamment ambitieuse dans les énergies fossiles. Dans notre grille, on va en revenir avec, on va en parler plus en détail avec Pauline sur le pourquoi et comment on a évalué effectivement les fonds, mais c'est déjà un chiffre qui est assez important à noter. Et donc, voilà, il n'y a pas de tendance assez claire de savoir qu'est-ce qui drive le plus le risque d'accusation de greenwashing. Donc, pour mieux comprendre les facteurs, il fallait redescendre à un niveau beaucoup plus granulaire en identifiant les mauvaises pratiques à travers l'ensemble du processus d'investissement, de la gouvernance, aux objectifs et métriques ESG choisis et en passant par la stratégie durabilité. Et donc, les causes de ces pratiques vont être multiples. Ça peut, effectivement, on a trouvé des problématiques au niveau de la donnée, au niveau de l'outillage, du niveau de communication. Et comme vous pouvez le voir effectivement à l'écran,
nos résultats mettent en évidence que le risque de greenwashing va principalement être présent dans certaines zones d'analyse qu'on va plus détailler avec Léo et Pauline. Ça va concerner donc, les politiques d'exclusion, les données ESG, les process, la disponibilité de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, par exemple, sur l'engagement, sur les controverses. Là, nous, dans notre prisme d'analyse, effectivement, a montré un peu moins de risques dans ces zones-là. Mais bien sûr, tout est lié. Tout est lié. Faire un bon engagement actionnarial, c'est bien sûr toutes les bonnes étapes qu'on a mis en amont sur les données, sur les process, pour que ça soit beaucoup plus pertinent pour engager les entreprises avec des targets beaucoup plus pertinentes. Du coup, je commence en donnant effectivement sur la première, sur les focus. Peut-être Léo va pouvoir effectivement nous donner une overview aussi sur ce qu'on a constaté sur les 4 zones d'analyse et on commencera. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc l'idée, c'est pas, on va rentrer très concrètement dans le détail, ces 4 étapes-là qui ont été un peu le focus de l'étude avec Pauline. L'idée, c'est pas de vous donner une recette en 3 étapes sur comment sortir du greenwashing. C'est pas si simple que ça, effectivement. Et l'idée, évidemment, la cause principale, c'est bien sûr que l'ambition ESG doit être rehaussée et la finance durable ne remplit pas totalement sa promesse aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, c'est exactement notre position chez WeFin, d'être le plus humble et le plus constructif possible, d'aller identifier finalement les zones de friction. Puisque quand on parle d'une stratégie d'investissement, on parle de toute la chaîne d'investissement, de la collecte de la donnée jusqu'à la prise de décision, la décision d'investissement aux actions d'engagement. Et derrière chacun de ces éléments de la chaîne d'investissement, il y a des questions très techniques, très pratico-pratiques de comment on fait et quels moyens on met en place, où il peut exister des zones de friction. Que ce soit en termes d'expertise, de données, de méthodologie, d'outils pour venir gérer la donnée et faire l'analyse. Et effectivement, ces zones de friction, elles vont pouvoir venir exacerber le risque de greenwashing. Et l'objectif, c'est bien dans la suite avec Pauline de prendre les 4 étapes, enfin les 4 axes d'amélioration majeure qu'on a identifiés sur lesquels on s'est concentré dans cette étude, à savoir les exclusions, le process ESG dans son ensemble, et les données méthodologiques et ensuite la manière dont on va communiquer les résultats, l'utiliser dans le reporting pour venir donner des axes d'amélioration précis, pour venir diminuer ce risque et concrètement améliorer les pratiques des acteurs financiers. Merci du coup Léo pour cette introduction de cette partie-là. On va commencer par les exclusions sectorielles. Donc c'est le premier focus. Comme Lara l'a énoncé en début de notre webinaire, les politiques d'exclusion appliquées sont insuffisantes au regard des objectifs des fonds. Un résultat plus spécifique que j'ai déjà renseigné tout à l'heure, 68% des fonds article 8 n'ont pas défini de politique d'exclusion ou alors avec des seuils peu engageants. Ici, on est sur des seuils, par exemple, supérieurs à 1%. Et les fonds article 9 non plus. Là, on est sur plus de la moitié. Et là, nous, dans notre grille d'analyse, on estime qu'une politique d'exclusion charbon, par exemple, au-dessus, avec des seuils au-dessus de 5%, pas suffisamment ambitieux. Bien sûr, Lara l'a bien noté aussi, des seuils quantitatifs, c'est une chose, le financement des nouveaux projets est une autre. Déjà, nous, on s'est concentré sur la base primaire, qui sont les seuils pratiqués, parce que c'est aussi là où on peut trouver des zones d'exception qui permettent d'inclure des boîtes qui sont polluantes dans le portefeuille. Pauline, comment on peut expliquer déjà ces résultats et trouver des solutions pour augmenter son niveau d'ambition? Alors, le problème, il tient en partie du fait que déjà, les politiques d'exclusion, elles vont être définies au niveau de la société de gestion au global. Donc, les exigences, elles vont être les mêmes pour l'ensemble des fonds qui sont gérés par la société de gestion. Donc, on va avoir des seuils fixés qui sont généralement assez bas pour ne pas pénaliser les fonds qui sont généralistes. Et donc, du coup, ça va entraîner un effet négatif pour tous les fonds thématiques ou à impact, puisque leurs exclusions, elles vont apparaître vraiment peu restrictives.
Donc ce constat il est d'autant plus vrai que pour les acteurs de grande taille qui doivent gérer de nombreux fonds allant du généraliste au fonds à impact. À côté de ça, on a aussi l'accès à des données de qualité qui posent un problème aux acteurs. C'est ce que Lara a déjà pu étayer en introduction. Donc, du coup, les acteurs vont utiliser des sources publiques ou bien ils doivent aussi composer avec plusieurs sources, mais ils ne vont pas disposer d'outils adéquats pour pouvoir contrôler, piloter ces données et au niveau de chacun des fonds qu'ils vont gérer. À cela donc, vont s'ajouter des difficultés opérationnelles pour établir des règles différentes selon les portefeuilles, puisque donc, les outils ne permettent pas de piloter ou de contrôler vraiment avec granularité les politiques d'exclusion selon les portefeuilles. Donc, on a identifié 3 axes d'amélioration que Léo a déjà pu citer, l'expertise, les données et les outils. Sur l'expertise, nous, on pense qu'il faut définir des seuils qui soient vraiment adaptés à chaque type de fonds, ou au moins vraiment avoir des seuils pour les fonds qui vont avoir un objectif ou une promesse liée au climat, à l'environnement. Ensuite, il faut appliquer une analyse à un niveau plus granulaire pour implémenter une politique d'exclusion sur les flux, les stocks et les nouveaux projets. Et enfin, il faut mieux prendre en compte la notion d'entreprise en transition pour s'appuyer sur des plans robustes au travers notamment de jalons qui vont être intermédiaires et un cadre de suivi de ces projets. Au niveau de la donnée, il faut tester et choisir les sources de données, qu'elles soient publiques ou privées, pour avoir un niveau de granularité suffisant sur la part des énergies fossiles dans le chiffre d'affaires des émetteurs dans lesquels vous allez investir. Et enfin, sur la partie outils, l'idée, c'est vraiment d'automatiser les contrôles, d'implémenter un système d'alerte sur les exclusions, qui va donc vous permettre de piloter votre stratégie d'exclusion au niveau de chacun des portefeuilles, et aussi d'articuler ces KPI dans le cadre de suivi des plans de transition avec vos politiques d'engagement. Super clair. Merci du coup, Pauline, sur la partie exclusion. On va passer sur une autre zone d'analyse où on a aussi, on va dire, targeté quelques effectivement mauvaises pratiques ou encore voilà. Dans cette zone d'analyse, il y a plusieurs critères. Un critère que là on ressort est assez intéressant à noter, même si vous le voyez, ça concerne que une vingtaine de pourcents des fonds. C'est sur la partie zone d'exception, la présence de zones d'exception dans les process. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le forçage des scores, par le repêchage qui n'est pas expliqué de certains des émetteurs, la non-application, si je fais le lien avec la politique d'exclusion, à certaines zones géographiques. Et dans notre étude, donc plus de 20% des fonds article 8 et article 9 utilisent ces exceptions dans leur process, qui ne sont pas justifiables, et qui est particulièrement préjudiciable parce que c'est là où le risque de greenwashing peut être le plus important et le plus visible si on va regarder ensuite l'inventaire du fonds. Léo, là, je te donne la parole pour que tu nous expliques la présence de ces décisions discrétionnaires et comment s'en prémunir. Oui, alors déjà, rappeler ce qu'on entend par process ESG. Ce qu'on entend par process ESG, c'est vraiment la déclinaison opérationnelle de toute la stratégie d'investissement. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et pour préciser un peu, c'est compte tenu des enjeux environnementaux, l'urgence de financer une transition juste et sociale, une transition environnementale, et compte tenu de vos convictions en tant qu'institutionnel et d'investisseur, qu'est-ce que vous mettez concrètement en place et quels outils vous mettez en place pour vous donner les moyens de vos ambitions? Donc, ça fait une longue question, mais c'est, comme je le disais, dans un processus d'investissement durable, il y a de nombreux maillons de la collecte des données à la décision d'investissement, à l'analyse de la donnée. Et chacun de ces maillons va se reposer sur des moyens très concrets, très pratiques. Donc, on va avoir besoin de se reposer sur de nombreuses sources de données publiques, des sources de données privées sur lesquelles on a contractualisé avec un fournisseur de données, de l'analyse interne qui va être réalisée par des analystes qui sont spécialisés. On peut, cette donnée, elle peut être des fois comporter des problèmes de couverture, des problèmes météorologiques. On va avoir effectivement des modèles qui sont assez complexes, des modèles d'alignement climat ou de climate VAR. On va devoir les comprendre et comprendre les hypothèses qui peuvent se cacher derrière chaque modèle, chaque score qui est mis en place. Et puis, on va avoir aussi des outils qui sont en place et qui vont permettre de plus ou moins être capable d'aller comprendre les résultats, comprendre la donnée et l'information qui est à votre disposition. Puis évidemment, en fait, dans un process ESG, il y a les convictions de l'investisseur qui sont là,
Il y a évidemment des choix stratégiques qui sont faits et à un moment où on peut être différenciateur sur la place, sur la finance durable dans sa stratégie d'investissement. Bref, il y a dans toute la stratégie d'investissement autant d'éléments qui peuvent créer une tension, soit purement technique, soit de conviction entre un outil opérationnel, une donnée, une méthodologie en place et la stratégie d'investissement sur ce qu'on veut faire. Et toutes ces occasions, toutes ces tensions, c'est effectivement des occasions de sortir du cadre, sortir du standard méthodologique qui est en place. Et c'est là où, en fait, la présence de process un peu plus discrétionnaires peuvent survenir. Donc, effectivement, Sabrine, tu l'as dit, ça se manifeste par un changement de score, une analyse qualitative, etc. Finalement, c'est vraiment le cœur du sujet, en tout cas là, puisque dans la matérialisation d'une stratégie d'investissement, il y a au moins deux dimensions qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il y a la dimension scientifique qui est liée à la nature des enjeux qu'on essaye de regarder et une dimension plus politique qui est liée à la conviction de l'investisseur et institutionnel. Et finalement, le fait de construire une stratégie qui soit alignée avec ses convictions, c'est pas un problème en soi. Il faut simplement ne jamais faire l'économie de l'analyse et il faut aujourd'hui être capable de concilier les standards minimaux sur ce qu'il faut faire. On en a parlé sur les exclusions pour être sérieux sur la question climatique avec ses convictions d'investisseurs et être capable de concilier les deux. Et le maître mot ici, dans tout ce process-là, c'est être capable vraiment d'être transparent et cohérent dans la manière dont on va expliquer son process, expliquer sa stratégie. Donc, on l'a remis ici sur ce slide. Effectivement, en termes d'expertise, de données, d'outils, la meilleure façon aujourd'hui de se différencier et d'être capable de réduire son risque sur cette partie-là, c'est d'aller plus loin sur l'analyse et l'expertise des indicateurs ESG, être capable de comprendre le fond des sujets, comprendre le business model des émetteurs qui sont investis et être capable de comprendre leur potentiel de transformation et finalement d'utiliser la donnée avec un maximum de granularité possible et de sources multiples. Évidemment, ça va demander de mettre en place les outils qui vont vous permettre de le faire. Mais notre conviction, c'est que la finance, il y aura toujours un terrain de différenciation. Aujourd'hui, la différenciation, elle doit être faite en accord avec aussi la science et les standards minimaux qui doivent être mis en place pour être crédible et pour être vraiment différenciatrice. Tout à fait, et d'ailleurs, ça fait le lien avec notre troisième zone d'analyse sur les données ESG. En fait, finalement, c'est le nerf de la guerre. Parce que finalement, quand on a des problématiques de données, ça entraîne un effet, on va dire, boule de neige, où c'est là où on va retrouver des zones d'exception, etc. Parce que finalement, les zones d'exception, le repêchage de notes, de titres, le forçage de notes, en fait, s'il n'est pas expliqué, bien sûr, ça tombe dans la zone discrétionnaire, mais si c'est plutôt une vision qui est c'est une analyse interne ou plus poussée, plus justifiée de la part de gérants, et ben, on peut se retrouver dans cette zone plutôt de challenger le score. Et là, on arrive exactement dans le sujet, c'est l'utilisation de scores ESG de fournisseurs de données externes. Et aujourd'hui, effectivement, une partie des fonds de notre scope, pas la majorité bien sûr, mais on voulait aussi faire un zoom là-dessus, ne s'approprie pas suffisamment ces données-là et les méthodologies qui sont associées. Ça veut dire quoi, ne s'approprie pas? Ça veut dire qu'ils vont pas donner, ils n'ont pas accès ou ils ne vont pas donner ou ils ne vont pas aller jusqu'au bout de comprendre les choix méthodologiques, les limites. Ils vont pas forcément avoir un regard critique, c'est cette notion de les challenger. Et Léo, les problématiques liées à la donnée des fournisseurs externes, tu les connais bien. En dehors, bien sûr, de notre baromètre, car tu les utilises au quotidien, tu les analyses, tu connais bien les limites. Donc, tu peux effectivement nous apporter à la fois une explication de ces résultats et quelques solutions pour y remédier. Alors, effectivement, l'effet boîte noire, on le voit encore dans toutes les stratégies d'investissement.
que ce soit au niveau d'un score ESG qu'on utilise tel quel, au niveau d'un framework ODD ou des scores sur les objectifs de développement durable qui, pareil, peuvent être restés à ce niveau-là de granularité, ou même sur des indicateurs un peu plus spécifiques, par exemple sur un calcul de température de portefeuille, d'alignement climat, où on ne va pas forcément bien comprendre les méthodologies et qu'est-ce qui se cache derrière une température en degrés d'un portefeuille. Tout ça, effectivement, c'est un vrai problème de maîtrise et de réappropriation des données ESG pour se construire une conviction. Alors, pourquoi ça existe et il y a sûrement 1000 raisons, mais les plus évidentes pour nous, c'est évidemment d'abord les compétences, puisque sur les enjeux ESG, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, il y a des réalités qui sont très complexes à saisir derrière, et donc il faut évidemment les compétences humaines d'abord pour venir comprendre ce qui se cache derrière chaque donnée, ce que veut dire une empreinte carbone, ce que veut dire une empreinte biodiversité, et ensuite quels sont les sous-piliers, les 5 pressions derrière un impact sur la biodiversité. Tout ça, c'est des sujets complexes, donc effectivement, il y a des questions de formation et d'expertise à maîtriser en interne, ce qui peut être déjà être très compliqué. Il y a une question de moyens. Effectivement, la donnée, elle peut déjà coûter cher. Les taux de reporting, les taux de coverage peuvent être faibles. Donc, il y a une question d'arbitrage, de combinaison entre acheter de la donnée et qu'elle soit pas forcément de bonne qualité. Et donc, tout ça, c'est une question simplement de moyens, et c'est plus simple, évidemment, de s'appuyer sur un seul indicateur agrégé et sur lequel on ne va pas aller vers plus de détails. Et puis, imaginons qu'il n'y a pas, on prenne toutes les données avec un maximum de granularité. La question des outils, elle est encore centrale derrière. Il faut ensuite être capable de les utiliser. On n'achète pas de la donnée juste on n'achète pas de la donnée juste pour faire beau. Il faut aussi après l'intégrer dans des outils d'analyse ESG et que ça serve vraiment concrètement à la stratégie d'investissement. Donc tout ça, effectivement, c'est des raisons qui font qu'il y a encore cet effet de boîte noire aujourd'hui qui est observé. Pourquoi ça pose un problème en soi? On en a déjà parlé, mais juste avant, par exemple, sur les zones d'exception dans le process. D'abord parce qu'il y a un besoin d'explicabilité de la stratégie d'investissement d'un investisseur, être capable d'expliquer un choix, une décision d'investissement en rentrant dans le détail des thématiques et des enjeux. Donc effectivement, avec un score ESG, un score EDD, on ne va pas être capable d'aller faire de l'analyse poussée et d'être capable de rentrer dans le business model de chaque émetteur et d'expliquer une décision. Et on en revient toujours sur le fait que la stratégie d'investissement et sa déclinaison opérationnelle, la responsabilité, en tout cas le risque de greenwashing, est toujours porté par l'investisseur. Et donc, il y a une question de souveraineté, de transparence, d'explicabilité dans les modèles, dans les méthodologies qui sont mis en place, qui est cruciale. Et c'est pour ça aussi que Lara le rappelait tout à l'heure, c'est important de venir s'appuyer sur des sources de données publiques, de multiplier les sources de données pour avoir une auditabilité et une confiance dans la donnée qui est utilisée. Et de manière plus générale, effectivement, ces enjeux-là sont très complexes. Ça serait trop beau de pouvoir se dire qu'on va s'appuyer sur un seul indicateur qui va tout piloter et nous dire exactement à quel point c'est durable. La réalité, c'est que comme le monde est complexe, il va falloir s'appuyer sur un maximum d'indicateurs. Donc, il vaut mieux s'équiper aujourd'hui avec des outils qui vont permettre de gérer cette complexité et tout en garantissant la transparence de la méthode et l'explicabilité des stratégies. Parfait. On a un dernier sujet sur la partie communication et ensuite, je vois qu'il y a des questions. On va y répondre avec Lara en vous donnant les deux visions, donc Reclaim Finance et WeFin. Sur la partie communication ESG, c'est effectivement une des zones où on a vu qu'il y a eu le plus de pénalités attribuées au fonds. En fait, c'est vraiment ce qui va se retranscrire en dernier, en fait, quand il y a des problématiques en termes de données, de process ou de stratégie pas suffisamment ambitieuses. Après, la communication qui en sort et surtout
faut se dire que nous, notre étude, elle s'est beaucoup focalisée sur les annexes précontractuelles SFDR, parce que c'était une mine d'informations qui permet aussi à la fois de pouvoir comparer, de pouvoir récupérer les informations qui sont importantes pour l'étude, mais pas que. On a aussi étendu le scope d'analyse aux documents ESG au sens large, sur les politiques d'exclusion, d'engagement, les codes de transparence, etc. Dans tous les cas, ici, on a effectivement la plupart des fonds, si on prend un exemple de critères précis, il y a eu par exemple une absence d'information sur ce qu'on contient la poche non notée ESG. Et ça, c'est assez préjudiciable parce que ça concerne aussi bien les fonds article 8 et les fonds article 9, parce que si on ne sait pas ce qui est dans la poche autre ou dans la poche non ESG, est-ce qu'il y a des liquidités ou est-ce qu'il y a des boîtes qui ne sont pas durables? En fait, l'absence d'information en elle-même, ça peut porter un message qui soit bon et pas bon à la fois. On peut tromper l'investisseur final qui peut penser que tous les émetteurs présents en portefeuille sont bien ESG, et ça, c'est l'omission d'informations, c'est un risque de greenwashing, mais on peut aussi sous-entendre que il y a une zone, on va dire, c'est un peu une boîte noire, c'est une zone assez sombre où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On a bien sûr d'autres exemples de manque de communication que vous pouvez retrouver dans le paramètre. Pauline, là aussi, il est important de connaître les raisons. J'ai commencé à en citer quelques-unes, mais je te laisse effectivement plus développer cette partie. Qu'est-ce qui pousse les acteurs à être moins disants? Donc, comme tu l'as dit, Sabrine, en fait, les acteurs, ils ont une crainte vis-à-vis du greenwashing et ça peut les pousser à être très conservateurs dans les informations qu'ils publient. Parfois, ils vont même omettre de publier certaines informations. Et on a aussi eu un effet avec la réglementation où de nombreux documents ont dû être produits en même temps. Certains documents ont donc été publiés dans le cadre de projets réglementaires très contraints, parfois en silo, ce qui pousse finalement à une publication à minimum. Les textes réglementaires, en plus de ça, n'ont pas forcément été accompagnés par des guides méthodologiques. Et ce manque de pédagogie, il s'est forcément ressenti dans les réponses qui étaient apportées par certains acteurs, notamment sur des sujets tels que le pilier social ou le pilier de gouvernance, pour lesquels on a quand même des conclusions qui sont moins abouties. L'environnement restant le sujet le plus développé dans les reportings, comme tout simplement on peut le voir avec la taxonomie. On se retrouve donc avec des informations éparses qui nécessitent une navigation entre vraiment plusieurs documents qui parfois eux-mêmes peuvent donner des informations qui sont contradictoires et insuffisantes. Donc, quand on se met à la place d'un investisseur ou d'un épargnant final, c'est très difficile de comprendre avec exhaustivité la méthodologie qui va être appliquée par les fonds. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer son score? Donc déjà, pour être dans l'anticipation, il faut vraiment effectuer une veille continue des exigences réglementaires. On sait que c'est très fréquent que de nouvelles exigences sortent de manière très régulière. Donc, c'est pour ça que cette veille est très importante. Il faut aussi rester informé des pratiques de place sur l'ensemble des processus existants, même ceux qui n'ont pas encore été implémentés par les sociétés de gestion en interne, pour pouvoir se positionner en fait vis-à-vis de ces standards. On doit aussi publier des informations sur l'ensemble des méthodologies afin de donner vraiment une version fidèle de la stratégie. On peut s'appuyer par exemple sur les guidelines de l'AMF selon la catégorie des fonds. Du côté des données, il faut définir des objectifs en amont qui soient vraiment mesurables et s'assurer qu'on a des données adéquates et disponibles pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et également disposer, comme tu disais, Sabine, d'informations suffisantes pour être en mesure de quantifier la poche qui n'est pas notée du côté ESG. Enfin, sur les outils, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de disposer d'un outil de production et de reporting, de production de reporting et de suivi qui va couvrir l'ensemble du processus ESG afin de pouvoir articuler justement ces process entre eux. Donc, ça va être par exemple le suivi des indicateurs avec le suivi des engagements. Tout à fait. Donc, on voit bien effectivement la nécessité. Enfin, à chaque fois que vous l'avez vu, c'est vraiment, il y a des choses à faire au niveau de l'expertise, des données et des outils. Léo, je te donne la parole de la fin et on pourra effectivement se garder quelques petites minutes pour les questions. Je vais faire court pour garder quelques questions, effectivement.
On vous a donné effectivement toutes les résultats principaux de notre baromètre, les principaux axes d'amélioration, que ce soit en termes d'expertise, de données, d'outils. Notre rôle chez WeFin, en tout cas de la manière dont on a construit ça, et c'est pour ça que sur ce slide, j'ai rajouté une petite photo d'une partie de l'équipe pour venir un peu humaniser ce baromètre, c'est vraiment d'aborder la question du greenwashing qui est très complexe avec beaucoup d'humilité et essayer d'être le plus constructif de la manière dont on travaille aussi avec nos clients et puis avec les investisseurs pour vraiment développer des solutions très concrètes et des axes d'amélioration très concrets également. On est vraiment convaincu, en tout cas, qu'on est le bon partenaire de confiance pour vous aider les investisseurs à travailler sur ces sujets. C'est une synthèse de tout ce qu'on fait de mieux chez WeFin en termes d'expertise, en termes d'expertise soit réglementaire, une expertise sur les données, les méthodologies, et aussi ensuite une question sur les outils, puisque dans ce que WeFin est, finalement, Grégoire en a parlé en introduction, mais on est une équipe d'experts qui gravite autour d'une plateforme tech qui va vous vraiment permettre de lever tous ces verrous opérationnels, ces solutions techniques pour venir renforcer votre process ESG et en faire un élément différenciateur ambitieux sur toutes les questions de durabilité. Je remercie déjà encore Lara avant de passer pour son intervention et avant de passer aux questions. Je vous rappelle que là, on vous a donné un petit peu les bons résultats clés, mais l'étude, elle est d'ores et déjà téléchargeable sur notre site. Donc, on serait ravis de pouvoir en discuter encore plus avec vous si vous voulez. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui, alors il y en a 3. La première question sur la rétrogradation des fonds, article 9 vers article 8 récemment. La question effectivement, est-ce que c'est trop de contraintes réglementaires, peur du greenwashing, manque de data? Lara, je te laisse commencer et ensuite effectivement voir comment on peut apporter quelques inputs aussi côté WeFin. Merci Sabrine. Alors, je vais essayer d'aller vite pour qu'on ait le temps de prendre la deuxième question. Sur la rétrogradation, c'est une bonne question. Avant ces déclassifications d'article 9 vers article 8, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on avait fait des recherches sur le contenu de ces fonds et qu'on voyait énormément d'entreprises problématiques, même des développeurs de nouveaux projets de charbon et qu'on prévenait... On alertait l'AMF sur ce problème. Pour nous, il y a une précipitation vers ces fonds de certains acteurs sans se poser les bonnes questions qui sont comment est-ce qu'on définit un investissement durable? Est-ce qu'on a les bonnes politiques en place? Est-ce qu'on sait repérer les entreprises qui ont des activités qui ne peuvent pas être considérées comme durables selon la science climatique? Donc, est-ce qu'on a les bons référentiels? Et juste dernier point sur, je ne pense pas que ce soit un manque de données, dans le sens où c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais aujourd'hui, et nous, on avait vu énormément d'entreprises qui font de l'expansion fossile dans des fonds article 9. Aujourd'hui, on a ces données-là. Il y a des bases de données très fiables qui permettent d'avoir les informations de qui se développe dans le secteur. Et on a déjà, en tout cas sur... le secteur des énergies fossiles, qui est quand même un des secteurs à fort enjeu, on a largement assez de données pour pouvoir avancer et déjà se doter de lignes rouges et de politiques solides. Et Sabrine, je te laisse compléter sur ça si tu veux. Tout à fait. Alors, effectivement, au départ, lorsqu'il y a eu cette autoclassification qui a été réalisée par les sociétés de gestion, il y a eu une précipitation vers l'article 9 parce que il y a une articulation notamment avec une fiche de ESG, l'article 9 étant la catégorie qui permet finalement de cocher le plus de cases sur les questions à poser à l'investisseur final. Et puis, il y a eu ce moment un peu d'attente, de précision sur ce qui est attendu au niveau de la définition sur ce qui est l'investissement durable. Très vite, les acteurs ils se sont rendus compte que ce n'était pas si évident que ça et qu'il y avait effectivement ce risque d'avoir des critères beaucoup plus
exigeant, quantitatif, avec des seuils, etc. Donc finalement, récemment, la Commission européenne donne finalement la liberté méthodologique aux acteurs financiers. Mais finalement, ce n'est pas forcément le plus simple de donner cette liberté. Donc finalement, la responsabilité, elle est chez les gérants d'actifs. Donc ça nécessite effectivement de se poser les bonnes questions, d'avoir les bons critères quantitatifs et de répondre aussi aux différentes étapes qui est de définir la bonne contribution à l'objectif environnemental et social, d'avoir les KPI, d'avoir surtout le test des NSH avec les différents PAI et on ne dit pas la partie bonne gouvernance. Donc, c'est en cours. Voilà, on pourrait effectivement peut-être voir avec le temps plus de travail méthodologique et de transparence qui peuvent plus réconforter les acteurs à repasser des fonds en article 9. J'espère qu'on a bien répondu à votre question, Thibaut. Il y a aussi une question anonyme qui fait aussi le lien avec l'article 9 sur l'objectif d'investissement durable. Est-ce que le fait de définir une réduction de l'intensité carbone qui est accompagnée avec une politique d'exclusion stricte peut permettre d'être classifié article 9? Lara, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Oui, je peux aussi apporter quelques éléments de réponse. Alors, pour les fonds article 9, bon, la première étape, c'est de s'assurer qu'on respecte la réglementation. Donc, ce que je mentionnerai, c'est notamment qu'on s'assure de respecter les critères des NSH et qu'on respecte l'objectif qu'on s'est fixé pour ce fonds. Donc, ça exige d'aller un petit peu plus loin qu'une exclusion sur le secteur des énergies fossiles, même si c'est un bon début. Mais je voulais aussi mentionner, c'est dur d'être très synthétique, mais comme c'est de facto un label, le fait de l'Union européenne ne le voulait pas comme ça, mais de dire que notre fonds est article 9, c'est-à-dire qu'on considère comme un fonds qui fait des investissements durables. Nous, on recommande aussi de bien s'assurer que l'ensemble des entreprises aux pratiques controversées qui sont présentes dans le fonds ou des secteurs à fort impact sont analysés et qu'on explique bien pourquoi elles restent présentes. Donc, si c'est parce qu'on veut les aider dans leur transition, est-ce qu'on pense qu'on peut vraiment les engager pour changer et être bien transparent sur toutes les informations que vous allez donner sur l'engagement que vous réalisez auprès des entreprises qui sont dans le fonds. Donc, publier vos votes, quelles sont les demandes adressées aux entreprises. Et sur ça, par exemple, la position que l'AMF avait publiée en début d'année sur ce que la Commission européenne devrait inclure dans la réglementation est assez intéressante. Tout à fait. Alors, c'est vrai que définir un bon objectif d'investissement durable n'est pas simple. Donc, ça demande effectivement de se poser plusieurs questions, pas juste effectivement de définir le bon indicateur. Est-ce que l'intensité carbone en est un? Ça dépend s'il prend en compte par exemple le scope 3, ça dépend de la couverture sur l'univers d'investissement et comment il est utilisé et s'il est complémenté d'analyses sur les trajectoires futures, sur les plans de transition, etc. Et puis, surtout, ce que j'avais dit au-dessus, ne pas oublier, à part, donc ça va faire le lien avec les indices TABI, ne pas oublier la partie test des NSH qui va couvrir aussi les autres piliers, les piliers S et le pilier G, parce que c'est aussi important. C'est pas que la première partie qui est de contribuer positivement, c'est montrer qu'on ne porte pas atteinte à d'autres objectifs environnementaux et aussi sociaux et d'avoir une bonne gouvernance. Et effectivement, les indices PAB, même s'ils ont été définis comme de facto durables, ce qui est finalement un peu dommage. Il y a aussi des questions auxquelles vous avez aussi répondu, Pauline et Lara, juste aussi pour... j'ai répondu à Lisa sur les points soulevés dans notre étude. Effectivement, on n'a pas forcément eu le temps de vous donner beaucoup d'exemples concrets. On a illustré avec un exemple de critères pour des zones d'analyse. Et en fait, vous l'auriez compris que les recommandations mettent en avant aussi les bonnes pratiques. Mais si vous voulez plus d'exemples,
le baromètre, j'ai remis le lien, le baromètre est téléchargeable. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra faire une session où on pourra vous expliquer un peu plus voilà, les choses qu'on a pu, les tendances qu'on a pu trouver ou sinon certaines vraiment mauvaises pratiques, même si elles ont concerné un ou deux fonds, mais c'est toujours bien de connaître un peu les zones à ne pas franchir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est tout bon. On a un petit peu dépassé. Donc, merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. En tous les cas, voilà, on a été ravis de vous présenter ce lancement de l'étude qui va continuer à vivre. Donc, ce n'est que la première version de cette étude des pratiques. On va à la fois élargir le scope, même si ici il est représentatif de l'industrie. On va également inclure d'autres critères, d'autres zones d'analyse, d'autres documents. On va s'intéresser par exemple au reporting annuel qui commence à être publié en ce moment. Donc, étude fil rouge encore pour plusieurs mois et qui va suivre et qui est super important, surtout pour nous, dans notre métier, de bien comprendre quelles sont les frictions qui aujourd'hui bloquent et c'est des problématiques assez techniques. Merci à tous et très bonne journée et à bientôt pour d'autres épisodes. Au revoir. Merci tout le monde, au revoir. Bonne journée.